Il me plairait de vous emmener dans un voyage de découverte. Nous allons explorer un lieu où ne s'appliquent pas les règles de l'existence ordinaire. Ces règles stipulent explicitement que vieillir, devenir fragile et mourir, tel est l'ultime destin de tout. Ainsi en a-t-il été siècle après siècle. Toutefois, je veux que vous suspendiez vos a priori sur ce que nous appelons réalité afin que nous puissions entrer en pionnier dans un pays qui ne subit pas l'épreuve du temps et où la vigueur juvénile, le renouveau, la créativité, la joie, la satisfaction forment l'expérience commune de la vie quotidienne, un pays où la vieillesse, la sénilité, l'infirmité et la mort n'existent pas et ne sont même pas présumés possibles. Si un tel lieu existe, qu'est-ce qui nous empêche d'y aller? Ce n'est pas quelque sombre terra incognita, ni quelque dangereuse mer inexplorée. C'est notre conditionnement actuel, la vision du monde que nous tenons collectivement de nos parents, de ceux qui nous ont formés et de la société. Cette manière de voir les choses a été forte à propos dénommée l'hypnose de conditionnement social, fiction induite à laquelle nous avons collectivement accepté de participer. Votre corps vieillit sans que vous y puissiez rien changer parce qu'il a été programmé pour obéir jusqu'au bout aux règles de ce conditionnement collectif. S'il y a dans le processus de vieillissement quelque chose de naturel et inévitable, nous ne le saurons pas avant que soient brisées les chaînes de nos vieilles croyances. Afin de créer expérience de corps sans âge et d'esprit immortel promise par le présent ouvrage. Il vous faut abandonner des a priori sur ce que vous êtes et sur la vraie nature de l'esprit et du corps, a priori qui ont de vision de monde collectif. Il y a un monde objectif indépendant de l'observateur et notre corps est un aspect de ce monde objectif. Le corps est composé de blocs de matière séparés les uns des autres dans le temps et dans l'espace. L'esprit et le corps sont séparés et indépendants l'un de l'autre. La matériel prime sur le conscient. En d'autres termes, nous sommes des machines physiques qui ont appris à penser. La conscience humaine peut être entièrement expliquée comme étant le produit de la biochimie. En tant qu'individus, nous sommes des entités indépendantes et autonomes. Notre perception du monde est automatique et nous fournit une image précise de la réalité des objets.
Notre vraie nature est totalement définie par le corps, le moi et la personnalité. Nous sommes des brins de souvenirs et de désirs enveloppés de chair et d'eau. Le temps existe sous forme de absolu et nous sommes captifs de cet absolu. Nul n'échappe au outrage de temps. La souffrance est nécessaire. Elle fait partie de la réalité. Nous sommes inévitablement victimes de la maladie, de la vieillesse et de la mort. C'est a priori vont beaucoup plus loin que le vieillissement et définissent un monde de dissociation, de dégénérescence et de mort. Le temps est considéré comme une prison dont nul ne s'échappe, notre corps comme une machine biochimique qui doit s'user. À un certain âge, déclara un jour Louis Thomas, il est dans notre nature d'arriver à bout de course, de nous détériorer et de mourir. Voilà tout. Cette position, la ligne dure de la science matérialiste, néglige une grande partie de la nature humaine. Nous sommes les seuls créateurs sur Terre capables de changer notre biologie parce que nous pensons et les sentons. Nous possédons le seul système nerveux qui soit conscient du phénomène de vieillissement. Les vieilles lions, les vieilles tigres ne se rendent pas compte de ce qui leur arrive. Nous aussi, et parce que nous sommes conscients, notre état mental influence ce dont nous sommes conscients. Il sera impossible d'isoler une seule pensée ou sensation, une seule croyance ou présupposition qui n'ait pas un effet quelconque sur le vieillissement, que ce soit directement ou indirectement. Nos cellules sont constamment à l'écoute de nos pensées et sont en permanence modifiées par elles. Un accès de dépression peut causer des ravages dans le système immunitaire. Tomber amoureux peut le renforcer. Le désespoir et la détresse augmentent le risque de crise cardiaque et de cancer et par là réduisent la longévité. La joie et le sentiment d'avoir réussi nous maintiennent en bonne santé et prolonger la vie. Cela signifie qu'on ne peut délimiter avec certitude la frontière entre le biologique et le psychologique. Le souvenir d'une tension qui n'est qu'un fait de pensée libère le même flux d'hormones destructrices que cette tension elle-même. Puisque l'esprit influence toutes les cellules du corps, le vieillissement humain est un processus fluide et variable. Il peut s'accélérer, se ralentir, s'arrêter momentanément
contentement et même s'inverser. Les résultats de recherche menés au cours des 3 dernières décennies ont confirmé par continu que le vieillissement dépend de l'individu, beaucoup plus qu'on n'aurait jamais osé envisager par le passé. La percée la plus significative ne réside pas dans des découvertes isolées, mais dans une vision du monde totalement neuve. Les dits a priori de vieux paradigmes cités plus haut ne fournissent pas une description précise de notre réalité. Ce ne sont que des inventions de l'esprit humain dont nous avons fait des règles. Une remise en question fondamentale du vieillissement passe nécessairement par la remise en question de cette vision du monde, car rien n'exerce plus de pouvoir sur le corps que la croyance de l'esprit. Chaque a priori de l'ancien paradigme peut être remplacé par une version plus complète et plus étendue de la vérité. Ces nouveaux a priori sont eux aussi des idées créées par l'esprit humain, mais ils ne octroient plus de liberté et de pouvoir. Il nous donne la capacité de l'écrire le programme de vieillissement qui dirige actuellement nos cellules. Ces 10 nouveaux a priori s'énoncent comme suit. Le monde physique qui comprend notre corps est une réaction de l'observateur. Nous créons notre corps tout en créant l'expérience de notre monde. Dans son état essentiel, notre corps est imposé d'énergie et d'information, non de matière solide. Cette énergie et cette information représentent un affluement de champs infinis d'énergie et d'information qui se étendent d'un bout à l'autre de l'univers. L'esprit et le corps sont en tout indissociables. L'unité qui est moi se sépare en deux flux de expérience. Je éprouve le flux subjectif sous forme de pensée, d'émotion et de désir. J'éprouve le flux objectif sous la forme de mon corps. Or, à un niveau plus profond, les deux flux se rencontrent en une source créatrice unique. La biochimie du corps est un produit de la conscience. Croyances, pensées et émotions créent les réactions chimiques qui maintiennent chaque cellule en vie. La perception qui semble automatique est en fait un processus appris. D'impulsion intelligence les crée votre corps sous des formes nouvelles à chaque seconde. Ce que vous êtes est la somme de ces impulsions et c'est en changeant leur configuration que vous changerez. Bien que chaque individu semble distinct et indépendant, nous sommes tous reliés à des réseaux d'intelligence qui gouvernent le cosmos tout entier.
Le temps n'a pas d'existence absolue. Seul existe l'éternité. Le temps est l'éternité quantifiée, l'atemporalité tranchée en minutes morceaux par nous-mêmes. Chacun d'entre nous habite une réalité qui se éteint au-delà de tout changement, au tréfonds de nous-mêmes, à l'insu de nos cinq sens, réside un noyau d'êtres secrets en champ de immuable qui crée la personnalité, le mort et le corps. Nous ne sommes pas victimes de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Elles font partie du décor, mais non celui qui perçoit à même la conscience, qui est insensible à toute forme de changement. Mettre fin à la tyrannie des sens. Qu'est-ce qui nous assure de la réalité d'un objet? C'est le fait que nous puissions le voir et le toucher. À l'égard de l'objet dont nos cinq sens nous indiquent le sécurisant caractère tridimensionnel, nous nourrissons tout sans préjugés favorables. La vue, l'ouïe, le toucher, le goût et l'odorat conspirent ainsi à renforcer le même message. Les choses sont ce qu'elles semblent être. Nous croyons que la terre était plate et que le sol sous nos pieds était immobile, et nous croyons que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, parce qu'il en était et qu'il en est ainsi pour nos sens. Le vieil modèle spatio-temporel fut mis en pièces et remplacé par un champ fluide et atemporel de transformation constante. Ce champ quantique n'est pas distinct de nous, il est nous. Il n'y a pas de monde objectif indépendant de l'observateur. Le monde que vous tenez pour réel semble avoir des qualités précises. Certains objets sont grands, d'autres petits. Certains sont durs, l'autre mou. Et pourtant, aucun de ces qualités n'a de sens de défaut de notre perception. Prenez un objet quelconque, une chaise pliante par exemple. La chaise vous paraît petite, mais pour une fourmi, c'est un objet géant. Elle vous semble dure, mais un neutrino la traverse sans ralentir sa course folle parce que les atomes de la chaise s'échelonnent à des kilomètres d'intervalle. Notre corps est imposé d'énergie et d'information. Pour transformer les schémas de passé, il faut savoir de quoi ils sont faits. Votre corps semble composé de matière tangible qui peut être fractionné en molécules et en atomes, mais la physique quantique nous enseigne que chaque atome contient
plus de 99% de vide. L'esprit et le corps forment un tout indissociable. La biochimie du corps est un produit de la conscience. La perception est un processus appris. Le pouvoir de la connaissance n'affecterait en rien notre existence si la nature nous avait tout doté de réactions identiques envers l'expérience. Manifestement, rien de tel n'est arrivé. Il n'y a pas d'individu qui ait la même perception de quoi que ce soit. Le visage de la personne que nous aimons peut être celui de mon pire ennemi. Le plat dont vous l'affolez peut me donner la nausée. Ces réactions individuelles doivent s'apprendre. Et c'est là l'origine des différences. L'apprentissage relève l'un usage très actif de l'esprit qui conduit à des changements très actifs dans le corps. La perception de l'amour, de la haine, de plaisir et de dégoût stimule le corps dans des directions extrêmement différentes. Bref, notre corps est le résultat physique de toutes les interprétations que nous avons appris à faire depuis notre naissance. À chaque seconde, des impulsions d'intelligence les créent constamment le corps sous des formes nouvelles. Bien qu'étant en apparence des individus distincts et indépendants, nous sommes tous reliés à des réseaux d'intelligence qui gouvernent le cosmos. Vous ne faites qu'un avec votre environnement. Regardez-vous, vous percevez que votre corps s'arrête à un certain moment. Il est séparé du mur de la pièce ou de cet arbre dehors par de l'espace vide. En termes quantiques, toutefois, la distinction entre plein et vide est dépourvue de sens. Chaque centimètre cube de l'espace quantique est rempli d'une quantité quasi infinie d'énergie et la plus infime oscillation fait partie de vastes champs vibratoires qui englobent des galaxies tout entières. Votre environnement est extension de votre corps. À chaque inspiration, vous inhalez des centaines de millions d'atomes de l'air exhalés hier par quelqu'un en Chine. La distinction entre l'oxygène, l'eau, la lumière solaire qui vous entoure et ceux qui sont à l'intérieur de votre corps est à peine perceptible. Le temps n'est pas absolu. La réalité sous-jacente de toute chose est éternelle et ce que nous appelons temps est en réalité une éternité quantifiée. Bien que notre corps et tout le monde physique se
présente dans un perpétuel changement, la réalité ne se résume pas à cette dynamique. L'univers a pris naissance et est en évolution. Lorsqu'il est né, le temps et l'espace ont accédé à l'existence. Avant l'instant de Big Bang, le temps et l'espace n'existent pas sous la forme que nous le connaissons. Et pourtant, un esprit rationnel trouve presque impossible de poser des questions comme qu'est-ce qui a précédé le temps et qu'est-ce qui est plus grand que l'espace. Einstein lui-même, lorsque jeune physicien, il élaborait pour la première fois les principes quantiques, se l'accrochait à la vieille idée chérie par Newton que l'univers existe dans un état stable. Le temps et l'espace étaient des constantes éternelles sans naissance ni mort. Cette version stationnaire de la réalité est toujours celle que nous l'envoient nos 500. Einstein a beau avoir démontré que le temps accélère et ralentit. Vous ne pouvez le voir ni le sentir. Vous ne pouvez sentir l'espace se contracter ni se dilater. Or, cela aussi fait partie d'un univers rythmique. Pour aller encore plus loin, pour imaginer ces régions non dimensionnelles où naissent le temps et l'espace, il faut un décalage perceptuel radical. Ce décalage nous est imposé parce que l'univers a forcément une quelque source atemporelle et il en est de même pour nous. Nous habitons toute une réalité de non-changement située au-delà de tout changement. L'expérience de cette réalité nous assure la maîtrise du changement. Actuellement, le seul physiologie que vous pouvez faire fonctionner est fondé sur le temps. Toutefois, le fait que le temps soit lié à la conscience implique que vous pouvez choisir d'un fonctionnement d'une nature totalement différente. La physiologie de l'immortalité qui correspondrait à l'expérience de non-changement. Le non-changement ne peut être créé en tant que produit de changement. Il exige un passage de la conscience temporelle à la conscience atemporelle. Ce passage présente de nombreuses gradations. Par exemple, si vous êtes extrêmement pressé par le temps dans votre travail, la réaction de votre corps à cette pression n'est pas automatique. Les contraintes de temps profitent à certains qui s'en servent pour stimuler leur créativité et leur énergie, tandis que d'autres en sont victimes, se découragent et sentent baisser sur eux
un facteur qui ne leur procurera aucune satisfaction par rapport au stress ainsi créé. Nous ne sommes pas victimes de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Elles font partie du décor. Ce n'est pas le cas de celui qui perçoit à même la conscience, qui est à l'abri de toute forme de changement. À sa source, la vie est création. Quand vous entrez en contact avec votre propre intelligence intérieure, vous entrez en contact avec le centre créateur de la vie. Dans l'ancien paradigme, le contrôle de la vie était assigné à l'ADN, molécule énormément complexe qui a révélé aux généticiens moins de 1% de ses secrets. Dans le nouveau paradigme, le contrôle de la vie appartient à la conscience. Tous les exemples cités ici, les enfants qui peuvent freiner la sécrétion de hormones de croissance, l'étudiant en médecine qui modifie la reproduction de interleukines lorsqu'ils sont angoissés. Les yogis qui peuvent agir à volonté sur leur rythme cardiaque indiquent que les processus corporels les plus fondamentaux réagissent à notre état d'esprit. Exercice 1. Voir à travers le masque de la matière. L'étape la plus importante pour accueillir l'expérience de corps sans agir est de dégeler les perceptions qui vous bloquent dans des sentiments d'isolement, de fragmentation et de séparation. Ces perceptions figées l'enfonce l'idée qu'on ne peut croire que à la seule réalité des 500. Voyons donc si nous pouvons aller au-delà des sens pour trouver un niveau d'expérience transcendante qui est en fait plus réel que le monde des sens. Exercice 2. Combler les lacunes. Maintenant que nous avons abordé un niveau de espace quantique sous-jacent à toute existence physique, je veux que vous vous y sentiez plus à l'aise. D'ordinaire, nous imaginons l'espace comme froid et vide. Or, l'espace quantique est plein. Il est la continuité qui relie tous les objets de l'univers. Lorsque le champ quantique est actif, il donne naissance à un événement spatio-temporel. Lorsqu'il est au repos, il n'y a que de l'espace quantique, ce qui ne signifie pas que le champ comporte des lacunes. Imaginez par exemple la Terre entourée de lignes de force magnétique rayonnant des pôles magnétiques nord et sud.
Tous les animaux individuels de la planète font partie de ce champ. Ce sont de petits affleurements séparés de magnétisme. Or, même lorsqu'un aimant n'est pas à proximité immédiate de votre personne, le champ magnétique vous entoure. Un aimant en fer à cheval est un affleurement local de champ. Tandis que les lignes de magnétisme qui entourent la Terre forment une présence invisible et non locale. Ils sont liés en tant qu'aspects différents d'un champ d'énergie sous-jacent unique. Exercice 3. Respirer le champ. Le champ quantique transcende la réalité quotidienne et pourtant il est intimement proche de notre expérience. Recherchez un mot dans votre mémoire, ressentir une émotion, saisir un concept, voilà des événements qui modifient la totalité du champ. Éminent physicien britannique Sir James Jeans fit un jour remarquer: lorsqu'un électron vibre, l'univers tremble. Il n'y a pas une étincelle d'activité dans la moindre de vos cellules qui passe inaperçue d'un bout à l'autre du champ quantique. Deuxième partie, vieillissement et conscience. La conscience a le pouvoir de changer le vieillissement, mais c'est une épée à double tranchant. Elle peut à la fois guérir et détruire. Tout dépend du degré auquel votre conscience est progressivement conditionnée ou exercée à faire signe d'attitude, présuppositions, croyances et réactions diverses. Lorsque ces configurations mentales sont destructrices, le sujet se voit poussé par son propre esprit à un comportement destructeur. Lorsque elles sont constructives, le sujet est motivé vers un comportement autocorrecteur. Avant d'être exercée, la conscience n'est qu'un champ d'énergie et d'information. Elle est la faculté que a l'esprit de disposer de la pensée avant que la pensée soit effectivement présente. Comparé à n'importe quelle expression isolée de matière et d'énergie, que ce soit un atome ou une galaxie, le champ quantique est incommensurablement plus puissant parce qu'il a le potentiel de générer des combinaisons infinies d'événements spatio-temporels qui ne se sont jamais produits auparavant. Illusion de choix impossible. C'est cependant l'enfant que nous étions le plus impressionnable. Notre conscience était comme une clé molle, vierge, pas encore entachée d'expérience. La vieillesse venue, cette même conscience a été conditionnée et conditionnée des milliers de fois et comme une vieille
ce qui a servi trop souvent l'esprit de vieux, laideux et cassant. Il est difficile de trouver ne serait-ce qu'un le coin de la conscience qui n'ait pas été conditionné par de multiples couches d'expérience. Des courages reflètent cette rigidité sous-jacente qui se fait sentir dans chaque cellule. Apprendre à ne pas vieillir. La ligne entre croyance et biologie. Bien que la conscience se programme de milliers de façons, la plus convaincante est ce que nous appelons la croyance. Une croyance est une idée à laquelle vous tenez parce que vous pensez qu'elle est vraie. Mais contrairement à une pensée qui forme activement des mots et des images dans votre cerveau, une croyance est généralement silencieuse. Une personne souffrant de claustrophobie n'a pas besoin de penser. Cette pièce est trop petite, ou il y a trop de gens dans cette foule. Placée dans une pièce exigée et pleine de monde, son corps réagit automatiquement. Quelque part dans la conscience du sujet, une croyance cachée génère tous les symptômes physiques de la peur sans qu'il soit obligé d'y penser. Le flot d'adrénaline qui provoque une accélération de rythme cardiaque, une transpiration de la paume des mains et une sensation de vertige se déclenchent à un niveau plus profond que celui de l'intellect pensant.